Conseil des ministres s'est tenu aujourd'hui sous la présidence de son Excellence, le président Roch-Marc Christian Kaboré. Nous avons étudié 11 rapports, écouté des communications orales et procédé à des nominations. Donc, au titre du ministère de l'économie, des finances et du développement, il y a un rapport qui a trait notamment à des retours sur les indicateurs de pauvreté monétaire dans notre pays. Ce document, qui est l'enquête multisectorielle continue, fait le point de la pauvreté au niveau du Burkina en 2014 et met ce seuil de pauvreté-là à un niveau donné, avec des répartitions par région, des répartitions également par la localité, soit urbaine, soit rurale. Donc ces éléments-là vous seront possibles à consulter donc, dans le compte-rendu intégral du Conseil des ministres, parce que les chiffres qui sont donnés méritent effectivement toute l'attention pour leurs répercussions. Le Conseil a également adopté les résultats des travaux de dépouillement pour les appels d'offres, notamment la construction de marchés de vente et d'abattage de volailles, 3 exactement, à Ouagadougou 2 et 1 à Bobo-Dioulasso, donc ça fait les 3. Il y a également un certain nombre d'éléments, notamment au niveau de la fonction publique. Il s'agit du décret portant tableau de reversement des agents de la fonction publique et du décret portant classement indiciaire des emplois des fonctionnaires. Le ministre en charge de ce département va s'exprimer largement dessus. Il y a également au niveau du ministère du Commerce la question du paiement des arriérés de salaire des employés de la société de transformation des fruits et légumes. Pour ce qui est donc des décrets portant respectivement tableau de reversement des fonctionnaires et des contractuels de l'État dans la nouvelle loi 081, il s'agissait ici donc de reverser l'ensemble des agents de l'État, qu'ils soient fonctionnaires ou contractuels, qui répondaient de la loi 013 dans le dispositif mis en place par la loi 081. Ces deux décrets sont importants. C'est ceux qui permettront, à partir de maintenant, d'opérer donc, j'allais dire, l'opérationnalisation de la loi 081. On se rendra donc compte que chaque fonctionnaire ou contractuel va acquérir une nouvelle position dans la classification donc, catégorielle. Et en particulier en ce qui concerne les contractuels, ils ne seront plus contractuels puisque cette catégorie a été supprimée. Il y a désormais donc plus de contractuels de l'État, il n'y a plus que de fonctionnaires de l'État. Et on constatera aussi avec ce nouvel échelonnement indiciaire que au niveau des différentes classes, des catégories de la fonction publique, il y a un nouvel échelonnement qui fait que les fonctionnaires pourront progresser, avancer donc sur toute leur carrière, ou presque, en tout cas sans difficulté, étant entendu qu'avec la loi 013, à un moment donné, il y avait des blocages et les fonctionnaires n'avançaient plus. On se rendra compte également que chacun des agents de l'État, en tout cas, pourra constater certainement une hausse de sa rémunération mensuelle. Et cette hausse peut même être substantielle. Bien sûr, elle n'est pas du même gabarit pour tous les agents, puisque selon les situations, on peut se retrouver dans une classification qui est largement plus avantageuse. Mais en général, pour la quasi-totalité des agents de l'État, ex-contractuels ou fonctionnaires, chacun constatera qu'il y a une hausse de sa rémunération mensuelle. L'incidence de cette mesure a été estimée, après les premières estimations qui se situaient autour de 19 milliards de francs CFA, l'estimation finale révèle que c'est une incidence de 20 milliards 800 millions environ, que le budget de l'État devrait mobiliser pour pouvoir constater toute cette réorganisation de la carrière des agents, compte non compris de l'incidence des régularisations des avancements. Donc cela vous donne une idée de l'effort que le gouvernement avait à faire pour pouvoir donc opérationnaliser effectivement
la loi 081. L'adoption de ces deux textes, le texte portant tableau de reversement et le texte portant classification indiciaire, c'est-à-dire la grille indiciaire, ce deuxième texte qui fixe les minima et les maxima de chaque catégorie, l'adoption de ces deux textes permet dès maintenant d'opérationnaliser. Mais naturellement, il y a un travail technique à faire au niveau des directions des ressources humaines DRH et au niveau de la solde, c'est-à-dire que le dispositif informatique devrait être recalibré. Le SIGASPE, comme on l'appelle, devrait être recalibré en fonction de cette nouvelle catégorisation pour que l'on puisse concrètement matérialiser ces reversements. Mais en tout état de cause, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à se faire, puisque au moment où chacun va constater sa nouvelle position, il constatera aussi que, disons qu'il y a un rappel pour compter du 1er janvier 2016, puisque la mesure elle est applicable pour compter du 1er janvier 2016. Relativement donc à la société de transformation des fruits et légumes, un projet, j'allais dire, installé donc à Lumbila. Comme vous le savez, c'est une usine qui était donc prévue d'ouvrir ses portes en 2013, n'a pas pu l'être. Pourtant, a commencé avec 100 employés et à date, il y a 54 qui restent. Et n'ayant pas pu fonctionner, et sur la base donc des propositions des membres du conseil d'administration de ces sociétés, et au vu également de notre rapport, le conseil donc a décidé, relativement aussi aux arriérés de salaire depuis octobre 2015 jusqu'à nos jours, avril 2016, de payer tous ces arriérés-là de façon intégrale à ces 54 employés qui restent. Par rapport maintenant à la société, le conseil nous a instruit de continuer les discussions et les concertations avec certains partenaires techniques et financiers, et surtout la BIDC via Exim Bank, qui est donc une banque indienne, afin que nous trouvions un partenaire stratégique à même de nous permettre d'ouvrir les portes de façon efficace, de façon effective de cette industrie qui est tant réclamée par la population. Au stade d'aujourd'hui, nous pensons que cette décision est salutaire parce que les arriérés de salaire étaient depuis l'an passé, octobre 2015. Et c'est à la satisfaction et au bonheur de ces employés-là. Mais nous rassurons également ces employés et la population que STFL ouvrira effectivement ses portes parce qu'il y a beaucoup de repreneurs donc, qui tapent à nos portes. Je parle des Turcs, je parle des Sénégalais, je parle également des Français. Donc nous allons mettre l'accent particulier sur ce dossier-là afin que cette société voit le jour très rapidement, en tout cas en 2016. Si on ne s'en tient seulement qu'à ce qui est à payer d'octobre 2015 à avril 2016, nous sommes donc à plus de 130 millions. À la veille de la clôture de l'exercice Western Écosse 2016 qui se tient à Ouagadougou, au camp général Bila Zagré de Cambouissin, le président du Faso Rock Marc Christian Kaboré est venu s'enquérir des réalités de la mission. Ce sont 23 pays qui prennent part aux travaux, dont 15 pays africains et 8 pays partenaires occidentaux. Débuté en 2012 grâce à l'appui des États-Unis d'Amérique, Western Écosse est un exercice annuel multinational qui a pour but
d'accroître l'interopérabilité et d'améliorer les capacités des militaires de chacun des pays participants et leur aptitude à opérer ensemble lors d'opérations de maintien de la paix. Le chef de l'État, accompagné du chef d'état-major des armées burkinabé et de l'ambassadeur américain, constate de visu les exercices de poste de commandement auxquels les 300 militaires participants sont soumis durant les 2 semaines de formation. C'est une force justement multi-internationale, je dirais, dont l'objectif, c'est justement de partager les connaissances en vue de mieux assurer la paix et en vue de mieux assurer également la stabilité dans notre sous-région. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir que notre sous-région est menacée justement par des attaques terroristes que vous connaissez et que chaque jour d'ailleurs vous décrivez. Et je voudrais dire donc qu'il est important que l'ensemble des forces, aussi bien africaines de notre sous-région que nos alliés, nous puissions mener des exercices qui nous permettent d'être opérationnels le plus rapidement possible. Et dans ce sens-là, je crois qu'il faut saluer cet exercice, souhaiter sa continuation et souhaiter que chaque pays qui participe, justement, en tire les bons enseignements pour une meilleure organisation de son armée. Au sortir de cette formation, les participants devront être capables de commander et de contrôler des missions multidimensionnelles réalistes dans le cadre des opérations de maintien de la paix conformément aux standards des Nations Unies. Western Accord 2016 est un exercice de 2 semaines entre les partenaires régionaux africains et leurs alliés occidentaux dont l'intention est de consolider le partenariat et augmenter la capacité et les aptitudes à accroître une opération multinationale conjointe de maintien de la paix en Afrique de l'Ouest. Pour permettre d'offrir un cadre comme celui-ci afin de permettre à l'exercice de dérouler, permettre de mettre en place les différentes structures tactiques pour le fonctionnement du poste de commandement. Il y a eu donc un important travail qui a été fait par une équipe d'officiers, assistés de sous-officiers et de militaires du rang, notamment ceux du génie, des transmissions et donc de l'intendance militaire, avec tout ce qui est là comme logistique, pour exécuter les travaux qui ont permis d'accueillir cet exercice. Les officiers venant des pays de l'Afrique de l'Ouest à intervenir, à gérer des crises au niveau de la région ouest africaine. Et cet exercice particulièrement, il est calqué sur ce qui se passe au Mali. Et comme vous le savez, il y a actuellement cette force de la MINUSMA qui est déployée là-bas. Et nous sommes des officiers qui sont appelés à évoluer sur le terrain là-bas. Donc ça nous prépare à notre future mission sur le terrain malien. À un coût de 400 millions de francs CFA, le programme est financé par les États-Unis dont le besoin est croissant eu égard à la menace grandissante du terrorisme. Les événements du 15 janvier ici ont affecté à peu près 18 nationalités, dont les États-Unis d'Amérique. Les événements de Bruxelles ont affecté beaucoup de nationalités, les événements de Paris ont affecté beaucoup de nationalités. Et comme nous l'avons fait pour combattre contre le terrorisme, comme nous l'avons fait pour combattre contre Ebola, comme nous le faisons pour adresser le problème des réfugiés, ce que nous sommes en train d'essayer de faire, nous, États-Unis d'Amérique, c'est de créer des coalitions, que tout le monde puisse travailler ensemble pour résoudre un problème mondial qui nous affecte tous, qui affecte toute l'humanité. Parlant de terrorisme, compte tenu des récentes attaques terroristes et du danger que courent les populations burkinabées, le chef d'état-major des armées burkinabées, le général Pengri-Norman Zagré, annonce le retrait plausible d'un des bataillons burkinabés pour mieux sécuriser le pays. Les exercices au poste de commandement entre les pays de la CEDEAO et les États-Unis, avec l'appui des partenaires européens, s'achèvent ce 13 mai. Après le Burkina Faso, c'est le Ghana qui accueillera l'édition 2017. J'aime bien ma vie, je circule assurément bien est le thème de la campagne de sensibilisation sur la sécurité routière.
du magazine Jeunesse Académie qui, depuis le mois d'avril, entreprend d'une tournée dans les différents établissements. De pouvoir contribuer à ce que les accidents de la circulation routière connaissent une réduction. Et pour atteindre ces objectifs-là, nous avons 70 établissements d'enseignement secondaire et supérieur qui seront donc sensibilisés tout au long de cette campagne-là qui a été lancée le 7 avril dernier. Et aujourd'hui, nous avons la grande séance de sensibilisation de l'Université Ouvre-Nouvelle qui se tient actuellement. La Croix-Rouge burkinabé, qui n'est pas restée indifférente, accompagne cette équipe avec des formations de base. Ce qui motive la Croix-Rouge, c'est de toujours maintenir un peu sa vision régalienne qui est vraiment de sauver des vies. Et à chaque fois qu'on parle d'un phénomène qui peut être à mesure donc, de porter atteinte à l'intégrité physique par quelque manière que ce soit, la Croix-Rouge est vraiment intéressée pour voir dans quelle mesure elle peut apporter sa pierre pour que ces phénomènes-là puissent être résolvés à défaut de pouvoir en tout cas le maîtriser. De même, la responsable marketing et communication de Vivo Énergie s'est dit engagée à soutenir le groupe dans la lutte contre les accidents de la circulation. Vivo Énergie Burkina est engagé depuis de nombreuses années dans son programme d'investissement communautaire dans la lutte contre les accidents de la circulation ou plus précisément dans la préservation de la sécurité routière. C'est dans ce contexte-là que nous avons accompagné le magazine Jeunesse Académie pour cette campagne qui est J'aime bien ma vie, je circule assurément bien, afin de participer et d'inculquer aux jeunes qui sont les leaders de demain les bases de la sécurité routière. Cela fait partie de notre responsabilité sociétale. En tant qu'entreprise citoyenne, nous nous devons d'investir dans notre communauté et la sécurité routière reste un élément extrêmement important au niveau de Vivo Énergie Burkina. Quelques conseils ont été prodigués aux usagers de la route et en particulier les élèves. Mon message aux élèves, c'est tout simplement de leur dire que l'accident de la circulation routière, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut nous arriver, on peut être handicapé, on peut être défiguré, au pire des cas, on peut perdre carrément la vie. Et lorsque l'on perd la vie, lorsque l'on est handicapé, ça ne touche pas que nous-mêmes, ça touche également notre entourage, ça touche notre famille et on peut être hospitalisé pour un bon bout de temps, nos activités sont complètement bloquées, on n'avance pas à l'école et c'est très difficile. Il faut qu'ils prennent effectivement conscience, il faut qu'ils puissent s'apercevoir que les accidents de la circulation routière ne touchent pas que les autres, ça peut nous toucher nous également. À ces jeunes, c'est déjà, comme on l'a dit dans la campagne, c'est de respecter en fait les règles donc, de la circulation routière et de savoir que souvent la précipitation ne mène qu'à la fin. D'une part, de vraiment appliquer en fait ces règles de la circulation routière, mais également de pouvoir en fait s'informer sur en fait les gestes à faire lorsque malheureusement, à défaut de pouvoir arrêter en fait que l'accident ne se passe, à défaut donc de pouvoir maîtriser ou du moins en tout cas résoudre le phénomène des accidents, que ces jeunes-là puissent connaître les réflexes à adopter quand une situation d'accident se produit. Parce que la plupart du temps, le problème, c'est comment réduire les conséquences des accidents de la circulation aussi qui se posent. Et pour cela, le secourisme me paraît indispensable. La sécurité routière, nous sommes tous responsables. Il faut circuler d'une manière défensive, assurément bien. Des mères de la place de mai à Buenos Aires, à la lutte acharnée des féministes afghanes, à la résistance des non-tibétaines face à l'occupation chinoise, en passant par le combat pour la survie des femmes du Darfour ou encore la lutte conjugale en Belgique, le photojournaliste français Pierre-Yves Ginet retranscrit à travers ses photographies le sacrifice de toutes ces femmes qui luttent dans l'ombre pour un monde plus juste. C'est une exposition que nous accueillons. Du photographe Pierre-Yves Ginet qui a travaillé pendant 8 années sur la question des femmes en résistance dans le monde. Donc c'est un travail vraiment qui met à l'honneur des femmes de l'ombre, des femmes qui luttent pour les droits humains, des droits fondamentaux, mais c'est surtout aussi des femmes qui travaillent avec des hommes. Voilà.
pour que les choses avancent. Notre but premier à faire venir cette expo, à faire voyager ces expos au Burkina et ailleurs, parce que ça arrive de Bamako là, et c'est de faire voir des combats de femmes qui ne sont pas forcément médiatisés et qui sont des combats nobles, parce qu'on trouve que toute chose, quand ça commence à la base, ça peut être quelque chose de solide. Donc des petits combats de femmes, des femmes dans l'agroéconomie, des femmes du VIH à visage découvert, des femmes dans divers milieux, des médiatrices pour la question des sorcières, tout ça. C'est valoriser, c'est un peu valoriser les femmes, aussi les amener aussi à libérer la parole, à mettre des mots sur nos ressentis, nos émotions, et voilà, renforcer la solidarité féminine en quelque sorte. Ce sont en tout 22 reportages réalisés dans 20 pays qui retracent les combats de toutes ces femmes emblématiques qui existent, qui résistent, qui militent, qui survivent et qui reconstruisent. Ce vernissage est aussi un moyen pour les organisateurs d'attirer l'attention des décideurs politiques burkinabés de porter un regard sur les conditions de vie de la femme burkinabé. Les coupures d'eau et d'électricité font partie désormais intégrante des habitudes des Burkinabés de façon générale et singulièrement des Ouagavillois. Et pour soulager les consommateurs desservis en eau, le gouvernement a adopté un certain nombre de mesures d'urgence qui s'élèvent à 1,2 milliard de francs CFA. On y compte le programme de distribution alternée rentré en vigueur le 4 mai dernier qui vise à organiser une meilleure répartition de l'eau afin que toutes les différentes zones de la circonscription de Ouagadougou bénéficient d'au moins 12 heures d'approvisionnement. Malheureusement, la mesure a démontré ses limites. Une seconde est mise en place, la distribution par citerne. Après l'application du programme de distribution alternée, on s'est rendu compte qu'il y a des zones qui connaissent toujours des difficultés. Et c'est dans ces zones, nous avons déployé des citernes donc, qui procèdent à une distribution gratuite de l'eau. Et ça concerne les quartiers de Nagré, Wapassi et plus précisément Basienko, Taptenga, et 75e anniversaire et ainsi de suite. Concernant cette distribution, la direction de l'ONEA déconseille les consommateurs de s'approvisionner à tout citerne non estampillé ONEA. Aujourd'hui, il nous revient qu'il y a des individus, il y a des initiatives, des gens qui organisent des distributions d'eau par citerne dans certains quartiers. Alors, l'ONEA, je précise bien, n'est pas associée à cette opération. Et nous mettons même en doute la qualité de l'eau qui est distribuée. Et nous pensons que la population doit être vigilante pour qu'on ne profite pas de cette situation et distribuer de l'eau de mauvaise qualité. La distribution d'eau par citerne que l'ONEA organise obéit à des règles. À des règles pour assurer la sécurité, la santé des populations. À ces mesures de distribution s'ajoute la réalisation des postes d'injection d'eau. Ces ouvrages visent à injecter directement l'eau dans le réseau, surtout dans les zones difficiles. Et c'est ça que vous avez visité ce matin. Et il y en a 2 à Nagré, comme nous venons de visiter. Il y en a 2 à Basienko. Et il y en a un à Yakma. Et je crois que nous devons porter ce nombre à 10 au fur et à mesure. Donc nous allons mettre en service 10 points d'injection d'eau. Donc pour pouvoir apporter un débit supplémentaire au niveau donc, de l'ensemble de ces sites difficiles-là. Comme ce forage en pleine réalisation à Zaktouli, une quarantaine de forages sont prévus dans les différentes zones périphériques de la ville de Ouagadougou, et cela au grand soulagement des habitants. L'Office national de l'eau et de l'assainissement, consciente des limites de toutes ces mesures, espère tout de même atténuer les effets du déficit qui, on se rappelle, est de 70 000 mètres cubes par jour. L'événement culturel English Festival Ouaga se tiendra du 24 au 29 mai 2016 à Ouagadougou.
Quelles sont les visions et l'objectif de cette manifestation? Ce sont entre autres les points autour desquels la presse a échangé avec les organisateurs ce jeudi 12 mai 2016. English Festival Ouaga vise à promouvoir les valeurs cardinales de l'intégration communautaire. Disons que depuis un certain temps, depuis longtemps d'ailleurs, les acteurs anglophones au niveau du Burkina Faso, alors nous entendons par acteurs anglophones l'ensemble des étudiants, des élèves, des travailleurs, des communautés étrangères anglophones vivant au Burkina Faso. Ces acteurs-là ont marqué la scène culturelle du Burkina Faso par une absence remarquable, malgré la dimension internationale de la langue anglaise. C'est dans la mesure où l'intégration des peuples passe aussi par le dialogue entre les citoyens. C'est cette vision qui justifie la naissance du concept English Festival Ouaga, qui vient combler, à notre sens, un vide culturel. Il se veut donc un concept, un cadre éducatif et culturel, de socialisation et de partage de valeurs d'amitié et de fraternité entre les acteurs anglophones et francophones du Burkina à travers donc notre programme qui est fait donc d'expositions, de conférences publiques en anglais, de prestations d'artistes et surtout le championnat international d'art oratoire en anglais. Le thème retenu à cet effet est « Place de la culture dans la consolidation d'une paix mondiale durable ». La vision de ce festival consiste à offrir un cadre éducatif et culturel de socialisation et de partage de valeurs, d'amitié et de fraternité entre les acteurs anglophones et francophones du Burkina et de la sous-région. Moi, l'anglais au service de l'intégration sous-régionale, j'y crois ardemment parce que je pense que l'importance de l'anglais n'est plus à démontrer de nos jours. Lorsque nous prenons les différentes institutions internationales, on a besoin de l'anglais. C'est parce que vous n'avez peut-être pas fait un tour hors du Burkina, vous allez constater que vous aurez forcément besoin de l'anglais. Voilà. Alors, nous avons des activités majeures, particulièrement des activités éducatives et culturelles, artistiques, au nombre desquelles nous avons les conférences publiques en anglais. Nous avons également la compétition d'art oratoire en anglais qui va se dérouler sur un podium devant un jury international avec des membres du jury venus du Ghana, du Nigeria et du Burkina Faso. Donc vous voyez qu'à partir du jury déjà, nous lançons l'intégration. Voilà. Sur un budget prévisionnel de 5 060 000, les organisateurs disent avoir recueilli 22,5% des recettes et attendent le soutien des partenaires. La Coalition nationale des personnes vivantes avec un handicap a voulu montrer sa solidarité avec le centre de l'OND de Tanguay en l'offrant du savon en signe de leur compassion. Le coordonnateur de la coalition fait appel à nos autorités de se pencher pour arrêter ces fléaux. La situation que ces mamans, ces grandes-mères vivent, nous vivons déjà cette situation. Et celui qui est malade, c'est qu'il y a un autre malade. C'est pour cela que nous avons passé à eux. Et étant une coalition, nous avons fait cette œuvre-là pour montrer aux yeux du monde et aux yeux des Burkinabés d'abord que chacun peut se lever un jour, une fois dans sa vie, passer ici, faire un geste. Et par ce geste-là seulement, nous aimerions que ce qui est dans ce bâtiment-là, que ça finisse au Burkina Faso. C'est une honte pour les Burkinabés. Avec l'appui de nos autorités, je sais bien qu'à tout moment, nous pouvons fermer cette maison-là pour autre chose. De ne plus parler de centre de l'OND qui recueille des vieilles dames pour une cause de sorcellerie. Mais il faut que tous les Burkinabés s'y mettent la main. Quand on parle ça, 50 ans, ce n'est pas 50 jours. 50 ans, ce n'est pas 50 jours. Pour une première, vous saviez que l'éducation des enfants peut finir ça. Parce que beaucoup qui sont ici, c'est dû
aux périodes des épidémies de méningite et autres, que beaucoup ont été malmenés et puis à venir ici. Et une fois que les enfants sont... il y a des écoles partout. Je dis partout, dans toutes les provinces, dans les villages reculés. Une fois que les enfants sont dans les études, ils savent qu'il y a tel mal et tel mal qui peut causer la mort brute de quelqu'un. Et c'est que les mamans vivent d'ici là, ne vont plus revenir. Parce que l'éducation peut beaucoup faire. Mais il faut que les autorités mettent la main dedans. Après les autorités, il faut que la population même s'y mette dedans. Parce que ce qui est là, quand on parle de ce centre-là, on parle du Burkina Faso. On ne parle pas d'un autre pays. C'est avec joie que la sœur Hortense a reçu ce don de la coalition des personnes vivant avec un handicap. Ce geste fait un signe de l'inclusion sociale. Je pense que ce don-là, c'est une grande manifestation de la solidarité et aussi l'inclusion sociale. Je crois que le fait qu'ils ont pensé de venir voir leur maman, leur tante, leur grand-mère, ça nous rend joyeux de savoir qu'il y a des personnes aussi qui vont nous accompagner dans notre plaidoyer pour que le phénomène d'exclusion sociale puisse s'arrêter. Pour les pensionnaires, se dit satisfaite, mais tout en évoquant le grand mal qui est la solitude, en étant bannis de la société et vivant hors de leur famille. Le centre de Luende a 242 pensionnaires, dont 5 hommes inclus, souffrant des troubles mentaux. Le centre existe depuis 50 ans. Il y a des pensionnaires de 30 ans, 25 ans et 10 ans. Et même cette année, il y a eu toujours des arrivées. Les politiques considèrent la femme comme la locomotive de tout développement. Que dire alors de l'Église qui, depuis son avènement, elles sont celles qui travaillent en parfaite symbiose avec les hommes pour l'avancement du royaume des cieux. Depuis 1979, les femmes des églises des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, regroupées en associations dénommées Association des servants de Christ, œuvrent dans cette même dynamique. Pour cette année 2016, les servants de Christ de l'église de New Life Church célèbrent en différé le 37e anniversaire de leur journée sous le thème « Le feu brûlera continuellement sur l'autel et ne s'éteindra point ». L'église croît maintenant, nous sommes devenus nombreux et par exemple quand on allume un feu et quand il y a beaucoup de gens, nous devons activer le feu pour que ça reste actif, pour que ça soit toujours allumé. Et ce thème, c'est pour vraiment sensibiliser les femmes. Comme le message vient de le dire, nous avons plusieurs bois. Et chacun doit amener son bois de qualité, pour que son feu ne soit pas éteint. Si tu amènes un bois où ça ne prend pas du feu, c'est toi qui vas venir éteindre le feu. Donc chacune de nous doit s'engager à attiser le feu, tour de rôle, de façon unie, d'un même amour, pour que ce feu soit continuellement sur l'autel. Même en si peu de nombre, les femmes de New Life Church ont tenu haut le flambeau à la grande satisfaction des premiers responsables. On n'est pas très nombreux, mais les femmes sont mobilisées. Et leur mobilisation, ce n'est pas seulement aujourd'hui. Durant toute la semaine, elles étaient en activité d'évangélisation, en activité de prière, en activité d'enseignement. Et tout au long de l'année, les femmes sont investies dans cela. Le feu doit toujours brûler sur l'autel, ce qui veut dire que la flamme que le Saint-Esprit a allumée dans la vie de ces servantes-là doit toujours être en train de brûler. Bilan très positif parce que si vous voyez ce que les femmes ont abattu au cours de cette semaine, ce n'est pas petite chose. Donc moi, j'ai fait lever les femmes pour que les gens voient qu'avec un petit nombre, si on est engagé, on peut faire beaucoup de choses. C'est le petit nombre qui a fait animer l'église comme ça. C'est le petit nombre qui a porté le message et c'est ce petit nombre qui fait vibrer la journée comme ça. Vivre sous la plénitude du Saint-Esprit et méditer la parole de Dieu sont 2 points essentiels au dit de l'oratrice pour que la flamme continue de s'embraser. Les femmes demeurent l'un des piliers de la foi chrétienne, dixit le docteur Sabah Salam, qui les invite par ailleurs à abandonner leurs peurs, leurs craintes, leurs faiblesses, à savoir les murmures ou encore les médisances au pied de la croix et à combattre le vrai combat.
Beaucoup de femmes disent non, j'ai tellement de responsabilités à la maison que je ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. Déborah était mère de famille. Déborah était juge. Elle était en même temps prophétesse. Elle a joué son rôle dans la famille et dans la nation. Ce n'était pas une femme qui avait peur. Elle s'est engagée à aller au combat avec Barak. Et ça, c'est vraiment une femme décidée parce qu'elle savait celui en qui elle croit. Elle croit au Dieu d'Israël, au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac, au Dieu de Jésus-Christ. Alors nous encourageons les femmes à être des femmes engagées, gardant la flamme allumée et contribuant à lutter pour étendre le royaume de Dieu. Chaque femme doit apporter son bois pour que le feu brûle en permanence jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ, conclut la présidente de l'ASC. Les enfants ne sont pas restés en laisse. Une maman depuis la Taïwan leur a offert un colis de quoi agrémenter la journée.